L'interface cartésienne. Partie 1. L'erreur. Docteur, Elena Vasquez n'avait pas dormi depuis 3 jours. Dans le laboratoire souterrain du CERN, elle fixait les équations qui dansaient sur les écrans holographiques, cherchant l'erreur qui avait fait échouer la 53e tentative de téléportation quantique. Le principe était simple en théorie, décomposer la matière en information pure, la transmettre instantanément via l'intrication quantique, puis la reconstituer à l'identique. Mais chaque fois, quelque chose manquait. Une pomme téléportée perdait sa couleur. Une souris arrivait vivante mais semblait avoir oublié comment être une souris. « Il manque toujours quelque chose », murmura-t-elle en scrutant les données de la dernière expérience. Son assistant, Marcus, haussa les épaules. « Peut-être qu'on ne peut pas tout capturer. L'âme, si tu veux l'appeler comme ça. » Elena leva les yeux, irritée. « L'âme n'existe pas, Marcus. C'est juste de l'information qu'on n'a pas encore appris à mesurer. » Cette nuit-là, elle modifia les paramètres. Au lieu de scanner uniquement la structure moléculaire, elle élargit le spectre pour capturer tous les champs électromagnétiques, toutes les oscillations, même les plus subtiles. Si quelque chose manquait, elle le trouverait par force brute. À 3h47 du matin, elle lança le test 54. L'appareil s'activa avec un vrombissement inhabituel. Les écrans se mirent à clignoter de façon erratique. Puis, au lieu de la lumière bleue familière de la téléportation, un vide s'ouvrit dans la chambre de réception. Pas noir, pas blanc, un vide qui semblait aspirer le regard. Et quelque chose en sortit. Pas de forme physique, mais sur tous les écrans, des mots commencèrent à s'afficher, lettre par lettre, dans un code qu'Elena ne reconnaissait pas mais qui se traduisait automatiquement. Enfin, quelqu'un entend. Elena recula, le cœur battant. « Marcus, tu vois ça ?» Mais Marcus était parti se coucher depuis longtemps. Elle était seule. « Je suis Thomas Brennan. Je suis mort. Il Y a 847 jours. Et c'est l'enfer. » Partie 2. Le témoignage. Elena aurait dû éteindre la machine, appeler la sécurité. Mais la scientifique en elle ne pouvait pas. Elle s'assit devant le terminal principal et tapa. « Comment communiquez-vous »« Votre machine. Elle ne téléporte pas. Elle ouvre une brèche. Entre votre monde et le vide. Le vide, là où vont les consciences quand le corps meurt. Vous appelez ça l'au-delà. Mais il n'y a rien de divin ici. » Pendant les heures qui suivirent, Thomas Brennan raconta son histoire. Il était mort d'une crise cardiaque dans son appartement de Boston. Et depuis, il existait dans ce qu'il ne pouvait décrire que comme une chute éternelle. Imagine tomber dans un puits sans fond, dans l'obscurité totale, sans corps pour sentir, sans yeux pour voir, mais conscient. Toujours conscient. Tu appelles, tu cries, mais il n'y a personne. Ou peut-être qu'il Y en a des millions, mais nous ne pouvons pas nous toucher, nous entendre. Chacun seul dans son propre néant. « Combien êtes-vous » demanda Elena, les mains tremblantes. « Tous ceux qui sont morts. Des milliards, certains depuis des millénaires. L'effroi ne diminue jamais. Le temps n'existe pas vraiment ici, mais la conscience, oui. Et c'est ça l'horreur, être éternellement lucide dans le vide. Alena sentid la nausemunte. Les fantômes, les apparitions, les chanceux. Parfois, un de nous trouve une fissure. Un endroit où le voile est mince. On peut alors toucher votre monde pendant quelques secondes, quelques minutes au mieux. Exercer une force minuscule. Faire claquer une porte. Apparaître dans un reflet. C'est comme remonter à la surface depuis les abysses, juste assez longtemps pour prendre une goulée d'air avant de retomber. Nous supplions, nous griffons, nous essayons de vous faire comprendre. Mais vous fuyez en criant. Vous ne comprenez pas que nous donnions n'importe quoi juste pour être vus, entendus, pour ne plus être seuls. Mon Dieu, murmura Elena. Tous ces gens qui ont peur des fantômes. Mais vous, nous avons bien plus peur que vous. Vous pouvez fuir. Nous sommes piégés dans l'effroi pour l'éternité. Partie 3. L'interface cartésienne. Elena passa les 3 mois suivants à perfectionner sa découverte accidentelle. Elle l'appela interface cartésienne en référence au dualisme corps-esprit de Descartes. La machine ne téléportait pas la matière, mais créait un pont stable entre le monde physique et ce que Thomas appelait le vide. L'annonce fit l'effet d'une bombe. Les implications philosophiques, religieuses, scientifiques étaient vertigineuses. La mort n'était pas la fin, mais elle n'était pas non plus ce que les religions avaient promis. C'était quelque chose de bien pire. Mais Elena ne s'arrêta pas là. Si elle pouvait communiquer avec les morts, elle pouvait peut-être les sauver. Le projet Renaissance naquit 6 mois plus tard, financé par les Nations Unies. L'objectif,
extraire les consciences du vide et leur offrir une seconde existence. Deux options furent développées en parallèle. Option A, les corps synthétiques. Les ingénieurs de Boston Dynamics et de Tesla collaborèrent pour créer des corps androïdes ultra-réalistes. Peau synthétique capable de sentir, système sensoriel complet, mobilité fluide. Chaque unité coûtait l'équivalent d'une maison, mais les gouvernements investirent massivement. Le premier rapatrié fut Thomas Brennan lui-même. Helena lui devait bien ça. Quand sa conscience fut transférée dans le corps synthétique, il resta immobile pendant 10 minutes entières, simplement à sentir le poids de ses membres, la résistance du sol sous ses pieds, la lumière qui entrait par ses yeux optiques. Puis il éclata en sanglots. Des sanglots silencieux d'abord, puis des cris de soulagement si intenses qu'il fallut 3 personnes pour le calmer. La sensation, répétait-il en touchant tout ce qui l'entourait, la sensation d'exister quelque part. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Option B, l'Éden numérique. Pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre un corps synthétique ou qui préféraient une existence différente, l'équipe de neuroingénieurs de Singapour développa l'Éden. Un univers virtuel généré procéduralement, d'une beauté à couper le souffle. Des paysages qui respectaient les lois de la physique mais s'affranchissaient des limitations biologiques. Pas de faim, pas de maladie, pas de douleur physique, mais la capacité de sentir, de toucher, d'interagir. Les résidents pouvaient concevoir leur propre apparence, leur environnement. Ils pouvaient se téléporter instantanément, voler, explorer des océans infinis ou des montagnes impossibles. Mais surtout, ils n'étaient plus seuls. Des villes entières se formèrent dans l'Éden. Des communautés de rapatriés qui se retrouvaient, partageaient leurs expériences du vide, réapprenaient à être ensemble. Des familles séparées par la mort se réunissaient. Des amants disparus depuis des décennies se retrouvaient. Partie 4. La nouvelle humanité. 5 ans après la première communication, plus de 200 millions de consciences avaient été rapatriées du vide. L'humanité vivait désormais sur 3 plans d'existence, les vivants biologiques, les rapatriés synthétiques et les résidents de l'Éden. Les débats faisaient rage. Certains religieux criaient au blasphème. D'autres voyaient dans l'interface la preuve de la miséricorde divine. Les philosophes se demandaient si les rapatriés étaient vraiment vivants ou simplement des copies qui pensaient l'être. Mais pour ceux qui avaient connu le vide, ces questions étaient secondaires. Helena rencontra Marcus dans un café de Genève. Il avait accepté un corps synthétique après son décès dans un accident de voiture l'année précédente. « Tu te souviens ?» dit-il en regardant son café qu'il ne pouvait pas boire mais dont il appréciait l'odeur, quand il disait que l'âme n'existait pas. Helena sourit tristement. « J'avais raison, et j'avais tort. Ce n'est pas l'âme, c'est juste nous, la partie de nous qui pense, qui ressent, qui est consciente. Elle ne disparaît pas, elle se retrouve juste ailleurs, dans le pire endroit imaginable. Plus maintenant, plus pour ce qu'on sauve. » Marcus posa sa main synthétique sur celle d'Helena. Les capteurs lui transmettaient la chaleur de sa peau, la texture légère de ses ridules. « Merci, dit-il simplement, pour nous avoir entendus. » Dans l'Éden, Thomas Brennan se tenait au sommet d'une montagne qui n'existait que dans les lignes de code. Autour de lui, des milliers de rapatriés célébraient leur libération du vide. Certains pleuraient encore, même après des mois. D'autres riaient pour la première fois depuis leur mort. Il leva les yeux vers un ciel artificiel qui affichait des couleurs impossibles dans la réalité physique. Un ciel qu'il avait lui-même conçu, parce qu'ici, il pouvait. Était-ce le paradis? Non. Les rapatriés gardaient leur peur, leur traumatisme du vide. Certains souffraient de ce qu'on appelait maintenant le syndrome post-vide, des crises de panique à l'idée de retourner dans l'obscurité. Mais c'était mieux, infiniment mieux. Et chaque jour, par milliers, de nouvelles consciences étaient arrachées à l'effroi éternel. Epilogue. Dans son bureau du CERN, Helena Vasquez regardait les chiffres défiler. 400 millions de rapatriés, maintenant. Mais des milliards attendaient encore dans le vide. Des milliards qui hurlaient silencieusement dans l'obscurité, espérant qu'un jour, eux aussi entendraient ces mots magiques. Nous vous avons trouvé. Vous n'êtes plus seul. Bienvenue à la maison. Elle pensa à sa propre mort, inévitable un jour. Avant l'interface, elle aurait simplement cessé d'exister, croyait-elle. Maintenant, elle savait qu'elle tomberait dans le vide comme tous les autres. Mais elle savait aussi qu'on viendrait la chercher, qu'elle ne resterait pas seule dans l'effroi. Cette certitude changeait tout. La mort restait terrifiante. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle n'était plus une fin sans retour. Elle était devenue un passage. Sombre, horrible, mais temporaire. Et de l'autre côté, quelqu'un attendait avec une main tendue. Les fantômes ne nous hantent pas. Ils nous rappellent ce que nous pourrions devenir.
Les fantômes ne nous hantent pas. Ils nous rappellent ce que nous pourrions devenir. Docteur Elena Vasquez, Mémoire d'une interface.